tous, c'est Savoir partager aujourd'hui avec l'IRD et Synapse Télévision, une coproduction, mise en image par Bernard et Brigitte Surrugue. Alors, Monsieur Fontenille, vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes entomologiste. On peut dire qu'un entomologiste médical, c'est quelqu'un qui s'intéresse, au fond, aux porteurs d'un certain nombre de maladies que sont les moustiques. Et en l'occurrence, on va parler de 3 maladies. On va parler du paludisme, du chikungunya et de la dengue. Or, ces 3 maladies, elles sont portées par des insectes. Et vous vous intéressez, au fond, à ces insectes, et à la manière dont on peut éventuellement contribuer à les éradiquer. C'est bien ça ? Alors, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'un entomologiste médical a pour vocation non seulement de s'intéresser aux insectes vecteurs d'agents pathogènes, donc ça peut être des virus, ça peut être des agents pathogènes, c'est des agents qui portent la maladie. Voilà, ce sont voilà, des bactéries ou des virus pour le cas du chikungunya. Et donc la vocation de l'entomologiste médical, c'est d'étudier ces insectes, et il y en a un très grand nombre, il n'y a pas que les moustiques, il y a d'autres insectes qui peuvent porter des pathogènes qui donnent des maladies, et de développer des stratégies de contrôle, pas obligatoirement d'éradication, mais de contrôle de ces insectes afin de diminuer la maladie dans les populations. Donc c'est un rôle de santé publique. Didier Fontenille, on peut dire que votre laboratoire, dans lequel travaillent 60 chercheurs à peu près, est un laboratoire de collaboration internationale, et en fait plusieurs nationalités sont au travail pour essayer au fond de repérer chacun de ces insectes, de comprendre leur mode de fonctionnement et en même temps éventuellement de savoir comment lutter contre les dégâts qu'ils peuvent provoquer. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous sommes basés à Montpellier pour la France métropolitaine, mais nous avons des équipes et des collaborations sur plusieurs continents, plusieurs équipes en Afrique où nous sommes installés dans des laboratoires et dans des instituts partenaires comme au Cameroun, au Burkina Faso, au Bénin, également en Amérique du Sud, en Bolivie, également dans des départements d'outre-mer, à l'île de la Réunion et en Martinique. Par exemple, en Amérique du Sud, on ne travaille pas sur les moustiques, mais on travaille en partie sur les moustiques, mais également sur d'autres insectes qu'on appelle des punaises qui transmettent la maladie de Chagas. Au Cameroun, on travaille sur le paludisme et sur chikungunya. Et on travaille même en collaboration avec des partenaires européens sur d'autres maladies européennes, comme par exemple la leishmaniose, qui est transmise par un autre insecte qu'on appelle un phlébotome. On voit des films qui ont été tournés, l'un par Bernard Surrugue et l'autre dans lequel vous avez contribué, Didier Fontenille, et qui ont pour objectif au fond de décrire justement ces maladies et d'essayer d'expliquer comment on peut éventuellement s'en défendre. Déjà, il y a plus de 3500 espèces de moustiques décrites dans le monde. Et probablement, il y en a encore plusieurs milliers qui restent à décrire. Est-ce que c'est un moustique qui donne la dengue, un moustique qui donne le paludisme, un moustique qui donne le chikungunya? Voilà, c'est presque ça. Sur les 3500 espèces de moustiques, environ 400 espèces qui appartiennent à ce que l'on appelle le genre Anophèle. Là-dedans, sur les 400, il y en a une soixantaine qui sont des bons vecteurs du paludisme. Donc, paludisme égale Anophèle. Pour la dengue et chikungunya, ce sont d'autres espèces de moustiques qui appartiennent à un autre genre de moustiques qu'on appelle les Aedes. Et parmi ces Aedes, il y a également des bons et des mauvais vecteurs. Et les 2 plus redoutables vecteurs, pour la dengue et pour chikungunya, sont Aedes aegypti et Aedes albopictus. Et ces 2 moustiques sont extrêmement proches de l'homme. C'est ce qui fait qu'ils sont redoutables. C'est-à-dire que ce ne sont pas des moustiques qui vivent en forêt loin de l'homme. Ils sont parfaitement adaptés au comportement humain, à l'habitation humaine et aux environnements qui sont anthropisés. En Europe, certains marécages étaient si fournis en moustiques qu'on remplissait un fond de filet en quelques secondes. D'importants travaux d'assèchement furent alors lancés. Les premiers résultats furent encourageants contre la progression du paludisme appelé alors malaria, mauvais air, en raison de l'air des marécages, qui fut longtemps pris pour la cause de la maladie. Mais il n'était pas possible d'assécher tous les marais. Les moustiques continuèrent leur ravage. Alors on va commencer par le paludisme. Alors est-ce qu'on peut dire que le paludisme est une parasitose qui provoque des fièvres intermittentes et que les parasites sont transmis par un moustique qui s'appelle l'anophèle? Les anophèles sont des insectes qui sont très anciens et ils ont une particularité qui est redoutable pour l'homme, c'est que les femelles de ces moustiques sont hématophages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femelles, pour pouvoir pondre des œufs,
doivent prendre un repas de sang, très régulièrement. C'est à l'occasion de ce repas de sang qu'elles vont s'infecter en prenant un parasite sur un porteur, sur un malade. Le parasite va se développer dans le corps du moustique et à l'occasion d'un nouveau repas de sang ultérieur, quelques jours plus tard, la femelle du moustique va retransmettre le parasite à un homme sain qui lui-même va tomber malade et de nouveau la chaîne va continuer et il va retransmettre, ainsi de suite. Le moustique anophèle femelle est le taxi du paludisme. De nombreux arbovirus, protozoaires, plasmodium se sont tellement bien adaptés aux moustiques qu'ils prolifèrent à même leurs glandes salivaires. Le moustique n'est pas pour autant malade, un peu comme le phénomène des bactéries dans notre intestin. Pendant que ce vampire pompe notre sang, les plasmodiums sont transmis à l'homme et se développent dans notre foie. Puis, ils envahissent les globules rouges pour se multiplier en 6 jours plus de 20 000 fois. Quand une autre femelle anophèle pique le malade, elle prélève à son tour des parasites qui contamineront d'autres hommes. Quand on a parlé d'éradication de la maladie dans les années 50 en ce qui concerne l'Hexagone, on a dit ça y est, maintenant le paludisme est éradiqué. Et vous êtes en train de nous dire pas tout à fait sûr, le paludisme peut revenir donc. Oui, on a eu une période d'optimisme. Il faut quand même reconnaître que c'était après la guerre, à la Seconde Guerre mondiale, on avait des insecticides efficaces, on avait des médicaments qui étaient efficaces. On avait sur le papier au moins des stratégies que l'on croyait efficaces, donc on a dit ça y est, on va vaincre les maladies, l'humanité va être sauvée de tous ces fléaux. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les parasites sont devenus résistants aux médicaments, les moustiques sont devenus résistants aux insecticides, et puis on s'est aperçu que dans les pays les plus pauvres, les services de santé ne suivaient pas. Donc que l'accès des malades aux soins était beaucoup plus difficile que ce que l'on espérait. Donc ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu, et résultat, actuellement, on considère que l'on a toujours entre 1 et 3 millions de morts du paludisme chaque année dans le monde, et 80% de ces morts sont des enfants africains. Donc ça c'est inacceptable, inacceptable. Donc il faut développer de nouvelles stratégies de protection, de lutte contre les moustiques, de nouvelles approches médicamenteuses, et continuer les recherches sur le vaccin anti-paludisme. Olivier Fontenille, pour ce qui est du chikungunya, tout le monde en a entendu parler parce que cette maladie infectieuse tropicale a fait la une des grands journaux il y a quelques années, parce que en fait, on peut dire que toute une région, aujourd'hui faisant partie de la France d'ailleurs, était affectée par le chikungunya et la fièvre mortelle que ça provoquait. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a eu cette irruption extraordinaire qui a fait que ça fait la une des médias, au point d'ailleurs qu'on parlait de la possibilité de voir le chikungunya gagner l'Hexagone? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le chikungunya, c'est un virus qui n'est pas apparu avec l'épidémie de la Réunion. C'est un virus qui est transmis de manière naturelle dans les forêts africaines entre des singes et des moustiques qui vivent en forêt. De temps en temps, en Afrique, le virus sort de la forêt. Il y a plusieurs mécanismes pour qu'il sorte de la forêt. C'est soit le moustique qui atteint les villages, soit un homme qui va chasser ou ramasser du miel en forêt, soit un singe qui éventuellement gagne les villages. Le virus sort de la forêt, il provoque une petite épidémie dans les villages et chez l'homme, et l'homme dissémine le virus de proche en proche. Donc pour qu'on assiste à une telle épidémie, il faut que plusieurs conditions soient réunies. La première, c'est évidemment il faut qu'il y ait des moustiques qui soient présents sur place. Or, le vecteur de chikungunya à l'île de la Réunion s'appelle Aedes albopictus, était extrêmement abondant à cette époque-là. C'est un moustique qui est très difficile à contrôler, il est très difficile de lutter contre, et manifestement, la lutte était insuffisante. Donc il y avait abondance de moustiques. Mais vous n'avez pas répondu pourquoi est-ce qu'il était abondant à cette époque-là? Parce que vous me décrivez, vous dites voilà, il était abondant à cette époque-là. Mais pourquoi? Non, Est-ce qu'on le sait? Non, il n'était pas abondant qu'à cette époque-là. Il est abondant depuis des dizaines d'années. Ah oui, d'accord. Simplement, on sait que c'est un vecteur potentiel de dengue et de chikungunya, et donc on le contrôle. Mais c'est toujours la même chose. C'est ce que j'appelle moi le syndrome des airs des Tartares. On va toujours attendre un ennemi hypothétique, puis peut-être qu'il ne viendra jamais. Le vecteur était là, le virus était absent. C'est la conjonction de la présence, de l'abondance du moustique, de l'arrivée du virus à partir de l'Afrique de l'Est et de la présence d'une population humaine qui était non immunisée contre ce virus-là qui a provoqué cette épidémie.
Alors, il y a une très grande peur en France. On a pensé au moment des 270 000 victimes à l'île de la Réunion que ça pouvait se transporter en France. Est-ce qu'on avait raison d'avoir peur? Alors, on a des raisons de penser que le virus va arriver en France métropolitaine. Ah, vous croyez toujours là? Non, je l'affirme. Ah oui. J'en suis convaincu. Et on l'avait prédit d'une certaine manière. Les conditions sont réunies pour que l'on ait du chikungunya ou de la dengue en Europe continentale, pas seulement en Europe tropicale, dans les départements français d'outre-mer. Pourquoi? Le virus est introduit régulièrement parce que les gens voyagent de plus en plus. Il y a eu probablement plus de 800 introductions du virus chikungunya à partir de la Réunion sur la métropole pendant l'épidémie. Simplement, la plupart de ces cas, l'immense majorité de ces virus importés par des patients virémiques sont arrivés dans des zones où il n'y avait pas le vecteur. Donc ces gens n'ont pas été piqués par Aedes albopictus. Maintenant, ce moustique-là est en expansion dans le monde. C'est un moustique expansionniste qui profite de la mondialisation. C'est une des conséquences de la mondialisation. Il est en train de coloniser petit à petit de plus en plus de pays. En Italie, il est déjà très abondant. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? Eh bien, un patient porteur du virus virémique est arrivé d'Inde, dans un village où il y avait beaucoup d'albopictus. Les moustiques ont piqué ce patient, ils ont répliqué le virus, ils ont piqué d'autres personnes, et ils ont déclenché un foyer, une petite épidémie. Ce qui s'est passé en Italie se produira dans le sud de la France où Aedes albopictus est présent. Il est présent actuellement dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, en Corse. Il est en expansion, il va gagner la région PACA, il va gagner le Languedoc-Roussillon, il va remonter la vallée du Rhône, et très probablement il atteindra la région parisienne. C'est presque inéluctable. Didier Fontenille, vous effrayez tout le monde là. Non, je n'ai pas La tout le question monde. qui se pose, c'est de savoir. Attendez, la question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut éviter cette propagation. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'il y a des manières de lutter contre cette propagation aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire lutter contre le moustique d'abord, et puis lutter en même temps contre l'importation du virus. Voilà, donc je ne cherche pas à effrayer tout le monde. Le travail du scientifique, ce n'est pas de faire peur, c'est d'imaginer des possibles. Je crois que lorsque l'on avait prédit qu'il y aurait des foyers de chikungunya en Europe avant l'épidémie d'Italie, puisque nous l'avions prédit, écrit, dit, on nous a dit non, vous essayez de nous faire peur, etc. Ça s'est produit. Donc là, ce n'est pas une histoire de faire peur. Maintenant, effectivement, quand on est au courant des possibles et des problèmes possibles qui peuvent arriver, on essaye de les anticiper et de se donner les moyens d'y répondre le plus efficacement possible. Donc les différents moyens que l'on a, c'est bien sûr lutter contre les moustiques. C'est pas si facile, mais on a quand même des moyens. Je vais y revenir. Se protéger contre les moustiques. Pas obligatoirement lutter contre, mais éviter qu'on soit piqué. Et ensuite, faire en sorte que les patients virémiques qui pourraient arriver, avec de la dengue ou chikungunya en provenance des touristes qui reviendraient d'Amérique du Sud avec de la dengue, d'Asie avec des chikungunya, eux-mêmes ne contaminent des moustiques. Alors, comment lutter contre les moustiques? Ce moustique-là en particulier, Aedes albopictus. C'est un moustique, on l'a vu, qui est très lié à l'homme et qui se développe dans des petites collections d'eau. Par exemple, dans le sud de la France, dans des soucoupes sous les pots de fleurs. Alors, sur tous les balcons, à Nice, vous allez voir, il y a des soucoupes, il y a des pots de fleurs, et parfois, dedans, on trouve Aedes albopictus. Il se trouve également dans les jardins, lorsqu'il y a des jouets d'enfants, par exemple, qui traînent, qui peuvent retenir de l'eau, etc. Donc, toute petite collection d'eau est un gîte potentiel pour Aedes albopictus. C'est très facile de les supprimer. Donc, il faut... Très facile. C'est très facile de le faire, mais c'est très compliqué d'expliquer aux gens de le faire. Renverser, retourner ou vider une soucoupe d'eau, c'est un geste quotidien. Sauf que, en France, nous n'avons pas été habitués pour le moment à faire ces gestes. Donc ça va être de l'information, de la communication, de l'éducation, et ça passe même par les écoles de mon point de vue, pour apprendre aux gens à vivre avec ce nouveau moustique. Il est présent maintenant, je crois qu'on aura beaucoup de mal à l'éradiquer, donc apprenons à vivre avec et à limiter ses densités, limiter les populations. Il n'existe aucun produit destructeur de ce moustique? Bien sûr que si, il y a des insecticides qui peuvent être efficaces, mais je considère que la lutte insecticide doit être le dernier recours. Parce qu'elle pollue d'une certaine façon, c'est ça aussi. Il y a des insecticides qui sont beaucoup moins polluants que d'autres. Mais pourquoi aller utiliser l'insecticide qui va coûter cher à la collectivité, qui va peut-être, dans un certain nombre de cas, avoir un effet secondaire un petit peu polluant, qui va mobiliser des équipes pour ça, et qui ne pourront pas être partout en même temps, alors que l'on peut avoir des gestes de tous les jours
individuellement qui probablement vont faire disparaître 80% de la population de moustiques. Donc le premier message, c'est, je crois qu'à chacun, au niveau individuel, chacun de nous, on peut être efficace. Maintenant, les 20% qui vont rester, oui, effectivement, il faudra les prendre en charge par la collectivité, qui peuvent être les communes, qui peuvent être les régions, qui peut être l'État. Et dans ce cas-là, on va utiliser d'autres stratégies qui vont être probablement des insecticides, le moins polluant possible, et de nouvelles recherches sont en cours actuellement pour essayer d'avoir les insecticides les moins polluants possibles et les plus ciblés possibles. Et l'autre alternative, c'est, comme je vous le disais, peut-être pas de détruire tous les moustiques, mais aussi de se protéger. Il existe des répulsifs, les produits que l'on se met sur la peau, qui empêchent ou éventuellement sur les vêtements, qui repoussent le moustique. Voilà, et qui repoussent le moustique. Et ça, c'est très efficace. Bien sûr, quand... alors, ce moustique-là, Aedes albopictus, il a un comportement un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il pique plutôt la journée, plutôt en début de matinée et en fin d'après-midi. Alors en fin d'après-midi, ça veut dire quoi quand on est en sud de la France? Ben, c'est l'heure de l'apéritif. On est dehors. Oui. Donc on va être piqué. Donc à ce moment, il suffit de mettre des répulsifs à partir de 5 heures jusqu'à 8 heures du soir, de 17 heures à 20 heures, et on sera à 95% protégé, pas 100%. Donc ça c'est bien. La moustiquaire, c'est une autre stratégie. Ça ne s'applique pas aux moustiques qui piquent la journée, parce que vous ne pouvez pas boire l'apéritif sous moustiquaire. Enfin, on peut, mais ça ne sera pas très agréable. Donc, ça va s'appliquer la nuit, et les vecteurs du paludisme dont on a parlé, les anophèles, eux sont nocturnes. Donc, c'est une stratégie extrêmement efficace contre les moustiques qui piquent la nuit. Il y a beaucoup de moustiques dans le pays. Faut acheter un moustiquaire. Le travail de sensibilisation des ONG existe en effet sur le terrain. Pourtant, les moustiquaires, lorsqu'elles sont utilisées, le sont le plus souvent non par crainte du paludisme, mais contre la gêne occasionnée par les moustiques. Le coût des moustiquaires est encore trop élevé. Au grand marché de Cotonou, beaucoup de moustiquaires sont encore produites essentiellement pour l'exportation. On enseigne à un certain nombre de jeunes à se prémunir contre les moustiques et contre le parasite en expliquant comment les parasites peuvent piquer en fait. Oui, moi, de mon point de vue, c'est très important de faire de l'éducation sur ce sujet-là, parce que c'est quelque chose de compliqué, le paludisme. Il y a un parasite, il y a un moustique, il y a de l'homme, il y a des médicaments. Donc je crois que, par contre, il y a des méthodes extrêmement simples pour essayer d'être moins piqué, d'être moins malade. Ça passe par l'information et ça passe par l'éducation dans les écoles. Donc pour moi, il est très important d'expliquer aux enfants et de leur apprendre quelques gestes simples pour se protéger des moustiques, pour se faire soigner lorsque l'on est malade. Donc c'est très important. Il y a par ailleurs dans un certain nombre de pays des stratégies locales qui ont été développées, qui sont parfaitement adaptées à la culture et au comportement de ces populations. Et je crois qu'il faut insister là-dessus. L'Occident n'a pas à exporter sa science universelle. Je crois qu'au contraire, il faut être très attentif à ce qui fonctionne localement et qui parfois a mis des centaines d'années à se développer. On a appris beaucoup, en particulier des pays asiatiques, sur la lutte contre les vecteurs. Vous voyez ici, par exemple, on développe des moustiquaires. Mais les Chinois, déjà eux-mêmes, il y a plusieurs milliers d'années, utilisaient des moustiquaires. Maintenant, on a des outils qui sont beaucoup plus performants, en particulier des moustiquaires qui sont imprégnés d'insecticides, qui non seulement empêchent les moustiques de piquer, mais quand il a la tentation de venir piquer, il meurt puisqu'il s'imprègne, il est en contact avec l'insecticide et donc il meurt. En plus, ces moustiquaires maintenant sont très résistantes, l'insecticide est efficace pendant plusieurs années, donc il faut encourager les populations à partir d'un savoir ancestral, d'une culture ancestrale, à utiliser ces nouveaux outils qui ne sont pas déconnectés de ce qu'ils faisaient auparavant, mais simplement qui sont beaucoup plus efficaces. Donc je crois que c'est quelque chose qui est important, l'information, la communication, la diffusion un petit peu des savoirs dans l'école, dans les écoles, c'est quelque chose qui fait partie, de mon point de vue, de la lutte antivectorielle au sens large. Alors Didier Fontenay, vous avez parlé tout à l'heure d'immunité. Je voudrais y revenir parce que, au fond, ceux qui sont susceptibles d'avoir la maladie le plus facilement, je parle du paludisme là, c'est plutôt les enfants. Tout le monde peut l'avoir évidemment la maladie, mais les enfants ne sont pas du tout immunisés puisqu'au départ ils n'ont aucune immunité. Et s'ils ont été piqués sans avoir développé la maladie, petit à petit se développe une certaine immunité. Oui, c'est ce qu'on appelle une prémunition pour le paludisme, c'est-à-dire qu'on n'est jamais protégé totalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vaccin, c'est pour ça que c'est si difficile d'avoir un vaccin. Il y a une dizaine d'essais vaccinaux en cours dans le monde et aucun n'est parfaitement efficace.
Donc ce sont des pistes de recherche. On en est encore au stade de la recherche et avant d'avoir un vaccin efficace, ça prendra plusieurs années. Il y a 20 ans, on disait on aura un vaccin dans 10 ans. Il y a 10 ans, on disait on aura un vaccin dans 10 ans. Actuellement, on dit on aura un vaccin dans 10 ans. Je ne sais pas ce qu'on dira dans 10 ans, mais bien sûr on progresse, mais trop lentement. Et pourquoi? Parce que précisément, le parasite du paludisme ne génère pas d'immunité naturelle. Donc, il faut être recontaminé régulièrement par les parasites du paludisme, par des piqûres de moustiques infectés, pour arriver à être raisonnablement protégé de manière naturelle. Plus on est jeune, moins on a acquis cette immunité, donc plus on est vulnérable. Et c'est pour ça que ce sont surtout les enfants africains qui meurent, parce qu'ils n'ont pas encore acquis cette immunité. En grandissant, en vieillissant, eh bien, ils deviennent de plus en plus protégés. D'une certaine manière, c'est un paradoxe du paludisme, c'est-à-dire que plus on est contaminé, eh bien moins on est malade, alors qu'on pourrait s'attendre à l'inverse. On peut dire que plus on développe la prévention, plus on risque d'être malade une fois qu'à un moment donné, la prévention saute. Alors c'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'effectivement, si on encourage la prévention, ce que je fais, soit par moustiquaire imprégné d'insecticides, utilisation des moustiquaires, accès aux soins, effectivement, on limite bien la transmission, on va limiter la mortalité, mais on va retarder l'acquisition de l'immunité naturelle. Donc c'est un travail permanent, c'est une action permanente des services de santé publique. On ne peut pas dire, pendant 2 ans, je vais faire de la prévention et l'arrêter, parce que dans ce cas-là, on aurait diminué l'immunité naturelle des populations et on reviendrait, le bien serait pire que le mal, c'est-à-dire on reviendrait à une situation antérieure où les populations humaines auraient perdu cette immunité naturelle qu'ils ont eu tant de mal à acquérir et on aurait des véritables foyers épidémiques avec une forte mortalité. Donc, les opérations de santé publique, qu'elles soient contre les moustiques ou qu'elles soient contre le parasite avec les médicaments, c'est un travail permanent de longue haleine qu'il ne faut surtout pas arrêter. Pour tenter de vaincre le paludisme, les laboratoires occidentaux se trouvent actuellement confrontés à un problème d'envergure. En quelques décennies, parasites et moustiques ont trouvé toutes les parades imaginables pour s'adapter aux moyens de lutte mis sur le marché par la recherche moderne. Je dirais qu'aujourd'hui, on dispose de moins de moyens pour contrôler le paludisme qu'on n'en a jamais eu. Il y a eu un moment béni qui a été issu de la chimie organique, avec l'avènement des insecticides organochlorés comme le DDT, et avec un antimalarique de synthèse, la chloroquine ou l'ivaquine, qui traitait tous les cas de paludisme de façon absolue. L'utilisation large de ces deux produits a conduit principalement à induire de la résistance chez le moustique contre le DDT. On a des médicaments qu'on a presque tous épuisés les uns après les autres, et il nous reste finalement les deux qui ont été inventés par les sorciers, les uns d'Amérique du Sud, les autres de Chine, c'est-à-dire la quinine naturelle et l'artémisine dérivée d'une plante chinoise. Depuis, la recherche piétine et part dans toutes les directions. Il est vrai que l'adversaire n'est pas facile à combattre. Le parasite change 7 fois de forme en se propageant du moustique à l'homme. Didier Fonteny, vous nous avez parlé un peu d'un certain triomphalisme de la recherche dans les années 50 qui parlait de l'éradication du paludisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la recherche internationale, et plus précisément la recherche française, dont vous êtes l'un des responsables en matière de paludisme, de dengue ou de chikungunya, est armée pour avancer dans de bonnes conditions, ou est-ce qu'il lui manque des collaborations, est-ce qu'il lui manque des moyens? Bon, vous vous adressez à un chercheur, donc nous avons de hautes ambitions et en santé publique et pour la recherche. Donc ma réponse, évidemment, c'est oui, bien sûr que la recherche manque de moyens au niveau national, au niveau international. Les enjeux sont tellement importants. Les 1 million de morts, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. L'argent que l'on met sur ce paludisme est très largement insuffisant pour développer de nouvelles approches de lutte antivectorielle, de nouvelles approches médicamenteuses, de nouvelles approches sur le vaccin. Oui, c'est insuffisant. Cependant, il ne faut pas non plus être défaitiste. Nous avons quand même des outils qui, actuellement, peuvent fonctionner si on les utilise dans de bonnes conditions. Il y a des médicaments qui fonctionnent, il faut permettre un meilleur accès aux soins et aux médicaments aux populations qui en ont besoin. Il y a, pour les populations du Nord, les touristes, les habitants de la région parisienne qui vont aller voyager en Afrique, en Asie, il y a des méthodes pour se prémunir. Si on va dans des pays où il y a du paludisme, eh bien on part avec ces moustiquaires imprégnés.
Si on va dans des pays où il y a du chikungunya et de la dengue, on prend des répulsifs, on porte des vêtements. Donc, on n'est pas complètement démunis non plus. Vous croyez beaucoup à cette prévention par répulsif et par moustiquaire imprégné. Vous croyez plus à ça qu'au fond à des médicaments eux-mêmes? Non, pas du tout. Les médicaments sont très efficaces. Utiliser un médicament est un échec. Ça veut dire que la prévention n'a pas marché. Donc, on n'est jamais à l'abri, même avec un médicament, de développer un paludisme grave ou une dengue hémorragique. Donc, faisons de la prévention. Quand la prévention ne marche pas, utilisons des méthodes un petit peu plus agressives, qui sont les médicaments, les traitements, ou quand la prévention contre les moustiques ne marche pas, utilisons des méthodes un peu plus agressives, qui sont les insecticides. Maintenant, dans l'avenir, je crois qu'on pourra développer de nouvelles méthodes de lutte antivectorielle, pour revenir sur les vecteurs, qui s'affranchiront de plus en plus des insecticides, ou qui seront de plus en plus ciblés. On travaille beaucoup, et en particulier dans mon équipe, sur de nouvelles approches, de nouveaux insecticides, qui sont des mimétiques d'hormones d'insectes, qui vont être très ciblés, qui vont s'attaquer à une seule espèce d'insectes, celle qu'on veut détruire, et non pas détruire les abeilles, par exemple, ou d'autres insectes qui peuvent être utiles, considérés comme utiles. Donc il faut développer ces nouvelles approches sur les insecticides. On développe également des approches de lutte génétique. C'est des mutations génétiques qui permettraient au fond que ce ne soient plus des insectes dangereux? Exactement. Soit des insectes dangereux, soit on travaille également sur une approche de stérilisation des femelles de moustiques qui ne pondraient plus de descendance, et donc on réduirait les populations, donc les habitants seraient beaucoup moins piqués, et plus piqués du tout à terme. On développe également de nouvelles approches d'association de répulsifs et d'insecticides qui permettent de très sensiblement diminuer les doses, tout en gardant une meilleure activité, et aussi, c'est un petit peu ce qu'on appelle les biotrithérapies en médecine. Quand on utilise des associations d'insecticides, on limite fortement la possibilité de développer des résistances chez les vecteurs. Donc ça aussi, c'est du développement durable. Là, le mot de développement durable trouve tout son sens. C'est-à-dire, c'est utiliser moins de produits chimiques pour être efficace plus longtemps. Didier Fontenille, alors quelles sont vos perspectives d'avenir aujourd'hui du point de vue de la recherche? Nous avons l'ambition de développer à Montpellier un centre d'expertise, un centre de recherche et un centre de formation international qu'on appelle le Vectopole. On voit bien ce que ça veut dire, un pôle sur les vecteurs, qui a pour ambition d'attirer les meilleurs chercheurs du monde entier, français, et ce Vectopole est en collaboration avec le CNRS, avec un autre institut qui s'appelle le CIRAD, avec l'Université de Montpellier, et puis des opérateurs, et bien sûr l'IRD, de manière à aborder toutes ces nouvelles voies de recherche qui vont de la systématique pour étudier les différentes espèces de moustiques, à la biologie de ces différents vecteurs, aux interactions entre les parasites et les vecteurs, au développement de nouveaux insecticides, nouvelles stratégies de lutte, et les mécanismes génétiques qui font que, l'étude des mécanismes génétiques qui font que les moustiques sont résistants à ces stratégies de lutte. Didier Fontenille, merci. Je vous remercie.